Nous sommes le mardi 8 décembre et vous écoutez l'émission spéciale Tamron du podcast Faut pas pousser les ISO. Vous écoutez Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Tamron. Nous allons découvrir au travers de témoignages de photographes et de journalistes tout le potentiel de leurs optiques conçues pour les hybrides Sony 24-36 mm. Salut Benjamin. Salut Arthur. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien dans ce froid presque hivernal. T'es prêt pour cette première émission spéciale ? Ouais, première émission spéciale dans l'histoire du podcast, c'est chouette. On va parler d'optique. Des optiques Tamron pour hybride. Ouais, donc j'ai hâte. Ça va être sympa. On a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Alors déjà, on en a deux avec nous, pas en présentiel, je te rassure, en visio, à distance. On a le plaisir d'accueillir le photographe František Švardon. Alors, František, tu es un grand photographe tchèque, tu es basé à Strasbourg et tu es spécialisé dans le reportage et la photo de voyage. Tu as déjà remporté de nombreuses récompenses prestigieuses internationales et publié de nombreux ouvrages, en particulier sur ta région d'adoption et de cœur qui est l'Alsace. Depuis quelques années, tu t'intéresses particulièrement aux pays nordiques et tu prépares un nouveau livre, Arctic Way, qui devrait voir le jour en 2021. Bonjour à toi František et merci d'être avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour. Et on a aussi le plaisir d'accueillir Arthur Michaud, qu'on connaît depuis de nombreuses années on compte plus. Avec Benjamin. Et toi, tu es le directeur marketing de Tamron France. Bonjour à toi Arthur. Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, bonjour František, ravi d'être avec vous. Et un peu plus tard dans l'émission, on aura aussi au téléphone un second photographe, Tony, alias Lilton Morris, qui est donc photographe et réalisateur, qui est très actif sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, parce qu'il a un compte qui cumule plus de 75 000 abonnés. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission avec un point sur les dernières actualités de Tamron. Dans le Flash Actu spécial Tamron, on revient sur l'optique du moment, le zoom 70-300 mm. On verra aussi que Tamron annonce l'arrivée d'un nouvel objectif pour hybride Sony APS-C. Et on vous proposera une offre spéciale en partenariat avec Image Photolion. Le nouvel objectif pour hybride Sony 24-36 Tamron 70-300 mm est désormais disponible. Il s'agit donc d'un télézoom longue focale qui devrait séduire les amateurs de photos de sport et d'animalier. L'objectif dispose d'ouverture maximale variable f4.5.6.3 et est équipé d'une motorisation autofocus RXD qui est rapide, précise et compatible avec les technologies Sony comme par exemple l'IAF. L'objectif est compact et léger avec un poids de 545 grammes et une longueur repliée de moins de 15 cm. Nous avons pu rencontrer le photographe, formateur et blogueur Damien Bernal qui gère la chaîne YouTube Les Guides Fujifilm et Sony. Il a testé en avant-première l'objectif et nous livre ses premières impressions. Lorsque Tamron m'a contacté pour me proposer le 70-300, j'avoue que j'avais une crainte, c'est que généralement, la polyvalence avec l'amplitude de distance focale se fait quand même au détriment de la qualité. Et ici, clairement, c'était pas le cas. Et lorsque j'ai déballé, le premier sentiment, c'est incroyable. J'ai l'habitude de shooter avec un Sony A7R4 de 61 millions de pixels. Et c'est vrai que j'ai été surpris finalement d'obtenir d'excellents résultats, même sur un capteur aussi exigeant qu'un 61 millions de pixels. L'objectif pèse que 550 grammes. Et c'est vrai que j'avais rarement vu un objectif qui était aussi peu dense. Et tout de suite, on voit les possibilités de pouvoir l'amener partout. Dans un sac 5 litres, j'avais jamais pris jusqu'à maintenant un objectif qui allait à 300 mm. C'est un objectif qui est dépourvu de stabilisation. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu décevant. On aurait préféré l'avoir. Mais il faut se rappeler que les capteurs Sony sont stabilisés, de mieux en mieux stabilisés. Quand on voit ce que fait Sony comme stabilisation sur le A7S3, c'est de moins en moins un problème de gagner du poids sur l'objectif et donc de ne pas avoir cette stabilisation. Et clairement, finalement, le seul compromis, c'est sur l'ouverture. Clairement, c'est un objectif qui est fait plutôt pour les espaces extérieurs et plutôt quand la luminosité est bonne. Mais pour le reste, il y a très peu de compromis dans le sens où la qualité optique est là, l'autofocus est là et finalement, que ça soit en photo ou en vidéo, on a un objectif qu'on peut utiliser dans toutes les situations. Le nouveau Tamron 70-300 mm f4.5.6.3 DI3 RXD est proposé à partir de 749 €.
On continue, Tamron vient d'annoncer le développement d'une nouvelle optique. Il s'agit d'un zoom transstandard 17-70 mm, très lumineux pour les hybrides Sony équipés d'un capteur APS-C. L'objectif dispose d'une grande ouverture constante f2.8, d'une stabilisation optique VC et d'une motorisation autofocus RXD adaptée aussi bien à la photo et à la vidéo. Équivalent à un 25-105 mm, cette optique très polyvalente s'adaptera à de nombreuses situations de prise de vue dans toutes les conditions, allant du paysage au portrait en passant par le reportage. L'objectif est une nouvelle fois compact et léger, avec seulement 12 cm de long replié et un poids de 525 grammes. Le photographe Olivier Wangmankan, qui travaille pour de prestigieux établissements hôteliers et de grandes marques, a testé en exclusivité mondiale l'objectif. Il nous livre ses premières impressions. Été contacté par Tamron qui avait pu voir mon travail sur les réseaux sociaux mais également sur mon site internet. Alors en fait, étant donné qu'on était sur un objectif lumineux donc avec une ouverture constante à 2.8, en fait je voulais réaliser un test terrain qui me permettait en fait pour moi de juger des performances en termes d'autofocus, de qualité d'image et de rendu du bokeh et le type de photo qui me permettait justement de tester tous ces critères à la fois, correspondait pour moi en fait à la photo de danse. Alors du coup, dans un premier temps, il a fallu que je trouve la modèle, donc la danseuse. Et au niveau en fait de l'endroit, j'ai choisi Montmartre car en fait d'une part c'est un quartier que j'apprécie vraiment, que je connais assez bien parce que du coup je fais pas mal de shooting là-bas et je trouve en fait que les ruelles et les escaliers étaient assez photogéniques et se prêtaient bien à ce type de photographie. Et je sais aussi par expérience que c'est un quartier qui est très calme en fait le matin. Pour réaliser ce type de shooting sans déranger les gens et sans être dérangé, c'était parfait quoi. Alors dans l'idée, je voulais absolument faire en fait une session au lever de soleil. Et donc la principale contrainte, on va dire, c'était un peu le manque de luminosité. Sachant qu'en fait, pour des photos de danse, on est obligé d'utiliser une vitesse d'obturation rapide, notamment pour tout ce qui est saut afin de figer le mouvement. Et en fait, c'est là que l'ouverture constante à 2.8 s'est montrée très utile car ça me permettait en fait de limiter pour moi ma montée en ISO, d'avoir une vitesse d'obturation assez rapide et au final d'obtenir en fait des photos nettes et suffisamment, on va dire, lumineuses, éclairées, quoi. En termes de stabilisation, j'ai pu tester, on va dire, sur des poses, des figures de la danseuse où elle n'était pas forcément en mouvement. Donc ça m'a permis, étant donné que je voulais rester vraiment à ISO 100-200, à descendre sur des vitesses, on va dire, autour de 1/30, 1/60, sans avoir besoin d'avoir de trépied ou de monopode, par exemple. Bah, au verdict, je trouve que c'est un objectif qui est très polyvalent, notamment grâce à sa large plage focale. C'est-à-dire qu'en gros, pour ce shooting avec la danseuse, j'ai pu réaliser différentes compositions, que ce soit en plan large à 17 mm, où j'ai pu voilà, travailler sur des compositions globales de type photographie urbaine. Mais j'ai également pu faire des photos, on va dire, plutôt centrées sur la danseuse, de type portrait. Donc je trouve que c'est un objectif qui me permet, en tant que photographe urbain, de réaliser différents types de photos, que ce soit de la photo d'architecture ou plutôt des photos de portrait. Donc je trouve que voilà, c'est un couteau suisse. Alors personnellement, moi je shoote avec un Sony A7 III avec différentes optiques et je trouve que la qualité d'image que j'ai pu obtenir avec cette optique-là et le Sony donc A6600 avec lequel j'ai travaillé, m'a permis d'obtenir des images vraiment de même qualité que le boîtier full frame avec lequel j'ai l'habitude de travailler. Le futur Tamron 17-70 mm f2.8 DI3A VC RXD devrait être disponible mi-janvier prochain. Et enfin, pour terminer, Tamron vous propose une offre exceptionnelle en partenariat avec le magasin Images Photo Lyon. Pendant 4 jours seulement, à compter d'aujourd'hui, bénéficiez de 10% de réduction sur toute la gamme des objectifs Tamron pour hybride Sony 24-36 mm. Pour bénéficier de cette offre, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site d'Images Photo Lyon et d'utiliser le code FPPLI-Tamron. Toutes les infos sont à retrouver sur fautpaspousserlesiso.com. Grosse actu pour Tamron, Arthur, dis donc. Bah oui, grosse actu. Comme tous les ans, hein, finalement, on a un beau rythme de lancement et de développement de produits. C'est intéressant de voir, Arthur, que vous n'oubliez pas la PSC aussi. On dirait que le 1770 est inspiré un peu par le succès du 28-75 de 8 DI, par exemple. Ouverture de 8 constante, c'est intéressant.
Tu peux nous dire 2-3 mots sur ce nouvel objectif? Il a la particularité d'intégrer une stabilisation qui n'était pas présente sur les précédents modèles et aussi, en fait, si tu veux, c'est un pas de plus vers l'assimilation des technologies en termes d'IA, pour ce qu'on appelle l'hybridation du comportement du photographe en photo et en vidéo, puisque cet objectif-là, il va complètement intégrer des algorithmes de reconnaissance, des situations de prise de vue en vidéo. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire en sorte que le système de stabilisation s'adapte aux situations de prise de vue vidéo. Donc par exemple, concrètement, comme ce qu'a pu expérimenter Olivier lors de son usage, s'il est en train de marcher, eh bien l'objectif va s'adapter en termes de comportement, de stabilisation, du fait des mouvements qui vont être détectés. S'il est en situation de pente ou d'oscillation, il va aussi s'adapter. Donc si tu veux, c'est un pas de plus vers la convergence des technologies du boîtier et de l'objectif. Super. Et juste, IA, c'est bon, l'intelligence artificielle, du coup, on peut s'attendre à d'autres optiques un petit peu de ce type. C'est maintenant quelque chose qui est ancré. De toute façon, Tamron continue d'innover, de développer, donc forcément dans 2021, tu vas avoir des nouveautés qui probablement utiliseront cette technologie. Frantisek, toi je sais que tu utilises des hybrides Sony 24-36. Ça te parle quand même pour toi le format APS-C ou pas? Pour moi, le format APC par rapport pour les paysages, c'est un peu difficile à utiliser. Il n'y a pas suffisamment de pixels. Donc, j'ai un petit format aussi, ce que j'utilise pour les time-lapse, pour les vidéos. Donc, cet objectif, par exemple, ça, c'est vrai, ça pouvait être très bien pour les vidéos parce qu'il y a des poussières et tout pour changer des optiques. Donc, c'est pas mal utilisé. Ça me plairait, voilà. Bon Arthur, 2020, c'est une année un peu spéciale pour Tamron, non? Happy birthday! Oui, Happy Birthday, 70 ans, hein, c'est le bel âge, fabricant d'optique depuis 1950. Donc voilà, il faut savoir que les auditeurs qui nous écoutent doivent savoir que Tamron, c'est pas seulement un fabricant d'objectifs d'appareils photo, c'est aussi un industriel de l'optique. Donc on fait aussi des caméras de recul pour leur voiture. Donc peut-être nos auditeurs ont des optiques Tamron dans leur voiture. Des caméras aussi pour les drones, pour les applications médicales. Et donc, si tu veux, le 1er novembre, il y a notre président, Shiro Ashisaka, qui a, à travers un communiqué, expliqué la nouvelle vision de Tamron, les nouvelles valeurs de la marque, le nouveau slogan, qui s'appelle Focus on the Future. Les valeurs qui sont basées sur trois fondamentaux, la sincérité, le challenge et la créativité. Mais il faut vraiment que vos auditeurs aillent voir le site dédié aux 70 ans de Tamron. Il y a un lien sur tamron.fr et ils verront expliquer ces valeurs. Et surtout, ils verront des photos assez exclusives des fondateurs, la première usine Tamron créée donc en 1950. Et ils vont passer un bon moment d'histoire de la photo. Bon, écoute, avant de focus on the future, moi je vous propose de faire un petit retour dans le passé. Notre journaliste spécialisé en optique, Jean-Marie Sépulcre, nous raconte l'histoire de Tamron depuis la création de l'entreprise et ce concept de monture universelle T qui a été développé dans les années 50 en passant par les optiques professionnelles de la gamme SP et pour arriver jusqu'au développement des optiques pour hybrides 24-36 mm. Je vous propose d'écouter l'histoire de Tamron lue par Jean-Marie Sépulcre. Mettez-vous bien au chaud, détendez-vous, c'est parti. Tamron, à l'origine, en 1950, c'est une compagnie, Taisei Optical, qui a débuté ses activités en sous-traitant des verres optiques pour des constructeurs de jumelles, puis est passé à construire son propre modèle de jumelles en 1953. Il y avait beaucoup de marques de jumelles, mais peu téléobjectifs à prix serré pour le 24-36. La compagnie lança un premier modèle, le 135 mm 4.5, puis d'autres longues focales de 200 et 400 mm. Ensuite, le coup de génie, plutôt que de produire des optiques dans des différentes montures pour réflexes qui existaient au milieu des années 50, il y en avait à vis pour Patacon ou Asahi ou à baïonnette pour Exacta Practina. La compagnie inventa en 1957 un système de bagues qui permettait de changer facilement la monture arrière de l'objectif. Si on changeait de marque, il suffisait d'acheter une autre bague. C'était la monture T comme Tamron qui devint ensuite le nom complet de la compagnie.
Ce système de bague fut modifié à plusieurs reprises dans les années 50, 60, 70 pour intégrer la présélection du diaphragme et la mesure de lumière à pleine ouverture. La bague, renommée Adaptol, existait pour une quinzaine de montures objectives dans les années 70 et fut commercialisée jusqu'en 2005. Dans le même temps, les objectifs sont montés en gamme. L'an dernier, Tamron a fêté avec un superbe 35 mm 1.4 les 40 ans de la série Superior Performance, SP, qui a vu naître des modèles célèbres comme un 17 mm 3.5, un 90 macro 2.5, mais aussi des zooms lumineux, des 28-105, 80-200 2.8 et une combinaison novatrice pour l'époque, un 200-500 5.6. Mais le déferlement de l'autofocus aurait pu saigner le glas de la marque, car les bagues ne pouvaient s'en accommoder. Elles devaient transmettre les méthodes différentes de chaque constructeur pour la mise au point. Tamron a alors rebondi en proposant des modèles à monture fixe, permettant la mise au point automatique dans les principales montures, et a innové au XXIe siècle avec les premiers zooms 2.8 transstandard et grand angle stabilisé, et les super zooms universels pour le format APS. Jusqu'à la gamme actuelle proposée en monture réflexe Canon et Nikon, et la nouvelle gamme sans miroir en monture Sony, objectif lumineux et compact dont nous avons testé la haute qualité. Alors, déjà avec 4600 collaborateurs, Tamron est l'entreprise la plus importante pour les objectifs compatibles. Et elle produit aussi des composants pour l'industrie, l'automobile, les drones. Les produits photo représentent 73% des ventes et en 2019, 40% des objectifs produits étaient destinés aux sans miroir. Moi, j'aime bien comme ça écouter les histoires des sociétés dans le domaine de la photo. C'est toujours passionnant. On voit l'évolution des technologies, de l'industrie, de la stratégie. C'est toujours super. Alors, Arthur, ça fait 2 ans maintenant que vous vous êtes lancé sur la monture hybride Sony E2436, donc en monture FE. Vous avez lancé comme premier objectif, l'objectif un peu que tout le monde attend et que tout le monde souhaite utiliser, un 28-75 mm 2.8. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire du projet, donc combien de temps ça a mis pour développer cette optique, pourquoi vous avez commencé par cet objectif-là en particulier, et puis aussi pourquoi vous n'avez pas fait un 24-70 comme tout le monde? Bah écoute, déjà, si tu veux, j'ai le sentiment qu'on est quand même allé très vite chez Tamron sur le FE. On a aujourd'hui une gamme de 8 optiques plein format, plus maintenant un APS-C. Et il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, on était littéralement harcelés sur les questions sur le support de Tamron de France. Quand est-ce que vous sortez un boîtier FE? Quand est-ce que vous sortez, une optique FE? Et donc on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et si tu veux, il y a 2 ans, Kenji Nakagawa, qui s'occupe du Product Planning Department chez nous, donc le département chargé de la division de développement des produits, il me confiait que ça prenait à peu près 2 ans, justement, de conception, entre le moment où, tu vois, on identifiait un peu les besoins, on définit les specs d'un produit, puis après donc tu as la R&D qui passe par là évidemment, tu as la validation du processus de production et enfin le lancement. Donc c'est une aventure qui est assez longue en fait, le lancement d'un objectif. Alors nous on est un petit peu dans le secret des dieux quand on est en interne, quand on est dans le département marketing. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent on nous demande ce qu'on aimerait avoir, tu vois, c'est un peu la liste de Noël. Et donc on fait nos demandes, puis après voilà, toutes ces demandes sont synthétisées et enfin on nous montre un petit peu ce qu'on peut attendre, la roadmap, etc. Et quand on a vu un 28-75, je te cache pas qu'on était à milieu d'entrevoir le succès que ça allait être. Et en fait, ça a été l'optique la plus vendue, toutes catégories confondues, quand elle est sortie. Donc, tu vois, finalement, on s'est dit qu'on avait peut-être touché ou eu une approche qui était la bonne sur ce qu'on peut considérer comme étant un peu la promesse de la photographie hybride, c'est-à-dire d'avoir un ensemble compact, léger et cohérent. Et donc, ce petit sacrifice, tu vois, entre le 28 et le 24 mm, finalement, c'est ça qui fait le succès de ce transstandard et qui en fait nous a permis ensuite de décliner toute la gamme de zoom dont on va probablement parler ensemble. Au niveau de
du fonctionnement avec les boîtiers Sony. Tu nous as parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle pour le 1770. Comment ça se passe au niveau des corrections optiques, etc. Comment ont été développés ces produits? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la collaboration pour rendre ces optiques performantes sur les boîtiers Sony? Oui, bah, si tu veux, je reviens un petit peu sur la forte demande qu'on a eue de sortir des boîtiers pour cette monture. Donc, tu as eu un vrai travail, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de faire une mise à jour de nos optiques. Toute cette gamme, en fait, FE chez nous, c'est vraiment une ingénierie complète. C'est toute une conception nouvelle qui a été créée. Et en fait, si tu veux, les objectifs aujourd'hui, c'est un petit peu comme des ordinateurs. Donc, tu as des processeurs. D'ailleurs, notre nouveauté, elle a 2 processeurs intégrés. Un pour la stabilisation et un pour l'autofocus et le reste de ses fonctionnalités. Donc, si tu veux, aujourd'hui, tu as un dialogue qui s'opère, un pont technologique entre le ou les processeurs des zooms et des objectifs et le boîtier. Ce qui permet, par exemple, de faire des mises à jour de firmware directement via le boîtier. Donc voilà, je réponds en partie à ta question, mais si tu veux, là, voilà, la performance et la nouveauté de cette gamme, c'est qu'elle dialogue directement au niveau mécanique, mais aussi électronique avec les boîtiers. Alors du coup, vous avez maintenant en gamme le trio magique des zooms à ouverture constante de 8 avec donc le 28-75 mm, mais aussi le zoom grand angle 17-28 mm et le petit télé 70-180 mm. J'ai cru comprendre que vous avez vraiment pensé cette série d'objectifs avec de la cohérence et une harmonie. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment vous avez développé toute cette série? Oui, alors si tu veux bien, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps pour les auditeurs sur la philosophie de cette gamme et toute la démarche qui se cache derrière. Et souvent, en fait, quand on nous demande d'expliquer un petit peu comment fonctionne notre série, il y a un visuel que je montre, que je partage. Alors là, on est en audio, on va pas pouvoir le voir, mais c'est un visuel qui présente le 17-28, les 20-75, les 70-180 qui sont alignés et donc qui montre cette taille de filtre commune. Et en fait, on voit que cette trilogie, elle fait moins de 1800 grammes, donc moins de 2 kilos. Donc ça fait un sac photo très léger avec une ouverture constante qui va de 17 à 180 mm. Donc ça illustre assez bien la démarche, si tu veux, de nos ingénieurs et de montrer que quand ils ont sorti leur fameux 28-75, ils avaient de la suite dans les idées. Et souvent, ça permet vraiment de débloquer, de comprendre un petit peu la philosophie FE 67 mm chez nous. Donc, c'est plus qu'une taille de filtre commune, c'est vraiment une philosophie de gamme. Donc, avec une forme de cohérence, d'homogénéité au niveau du design et le souci, en fait, de 3 éléments principaux. C'est pour ça que c'est important pour nous de nous arrêter là-dessus, d'expliquer qu'il y a une démarche d'équilibre entre la qualité optique, la mobilité et la polyvalence. Donc la qualité optique, on l'a obtenue en faisant des formules optiques vraiment repensées pour l'hybride, en y intégrant des nouveaux traitements de correction optique et une compatibilité 100% avec les boîtiers Sony. Donc on a parlé de la compatibilité avec l'IAF et aussi les corrections du boîtier. En termes de mobilité, bon, c'est un peu dans l'ADN de Tamron, donc on table sur vraiment des poids d'encombrement limités, une construction tout temps, et donc cette taille de filtre unique de 67 mm. Et pour terminer sur la partie liée à la polyvalence, on a parlé tout à l'heure avec le 1770 de l'hybridation des comportements photo et vidéo, donc ça c'est des choses qu'on prend en compte. Et aussi, quelque chose qui revenait aussi souvent sur la série G2 chez nous, c'est travailler sur des distances minimales de mise au point record. Donc tout ça pour finalement accompagner la créativité des photographes. Dans la gamme, on trouve aussi 3 focales fixes. D'ailleurs, tu as parlé du diamètre de filtre commun de 67 mm. C'est aussi le cas pour ce trio de focales fixes ouvrant f2.8. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur ces modèles-là ?
Oui, donc ces focales fixes, elles reprennent, si tu veux, les caractéristiques de compacité de performance, et elles ont cette caractéristique de mise au point minimale, donc respectivement de 11 cm, 12 et 15 cm pour le 20, 24 et 35 mm de 8, et donc un rapport de grossissement de 1,5. Donc si tu veux, voilà, l'idée c'était comme on le fait sur les zooms, d'apporter quelque chose de différent, de différenciant, pour donner plus de possibilités aux photographes. Alors du coup, les optiques Tamron pour hybride sont en gamme DI3. Donc on a vu qu'on avait les 3 zooms à ouverture constante de 8 et les 3 focales fixes plutôt orientées grand angle à 2,8. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme objectif compatible avec les hybrides Sony ? Tu as ce 28-200 qui est aussi sorti récemment. Et tu as un test dans le numéro du Monde de la Photo de novembre, sur lequel on voit une très belle carte de piqué en fait de ce zoom polyvalent, qui a une belle plage d'ouverture qui va de 2,8 à 5,6. Il a été testé sur un A7R3 par le Monde de la Photo. Et on voit en fait que si tu veux, et ben il a des très très belles performances sur toute la plage d'ouverture et toute la plage focale. Donc c'est plus qu'un, il a été auréolé récemment du Prisa, donc c'est plus qu'un zoom de voyage, c'est un outil qui te permet de faire des photos de voyage, mais aussi des photos de reportage, grâce à cette approche un peu original avec une ouverture qui va de 8 à 5,6. Ensuite, donc t'as le 70-300 dont tu as parlé Damien tout à l'heure. Alors moi, c'est rare que ça m'arrive, mais quand on a reçu, si tu veux, les premiers exemplaires au bureau et qu'on a sorti l'objectif de sa boîte, j'ai vraiment été bluffé par le poids de l'objectif. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, et donc après, si tu veux, moi je me suis dit comment convaincre Damien, on se connaissait pas, tu vois, de tester le zoom sur sa chaîne. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est appelé en visio et j'ai monté le 70-300 sur un A7 III qu'on a au bureau. Je lui ai présenté, je lui ai montré vraiment, tu vois, la cohérence entre l'ergonomie du boîtier et l'ergonomie du zoom. Et si tu veux, tout de suite, c'était parlant et ça a suscité sa curiosité. Et puis il m'a dit banco, je lui ai envoyé, et puis on a eu un test qui était assez convaincant. Donc voilà, on continue de répondre à différents besoins à travers notre gamme FE. On a posé les fondamentaux avec notre trilogie de zoom. On a proposé quelque chose de différent en termes d'angle de vue, de créativité avec nos focales fixes. On a un outil qui est exceptionnel avec ce 28-200 à ouverture glissante et qui a une carte de piqué que j'invite tout le monde à aller voir, mais surtout à lire le numéro du Monde de la Photo. Et ce 70-300 qui sera, je pense, testé dans le numéro à venir du Monde de la Photo, qui lui démocratise un petit peu plus l'accès à la téléphoto sur la monture FE. Il est temps maintenant de donner la parole à notre invité de marque, František Svardon, grand photographe de voyage et de reportage. František, tu reviens tout juste d'un super voyage sur les magnifiques routes de Norvège. On s'est rencontrés virtuellement tous les deux la semaine dernière. On a réalisé une interview. Je vous propose qu'on l'écoute tous ensemble. František, est-ce que tu peux te présenter ? František Svardon, je suis d'origine tchèque. Je suis venu en France en 1985 suite à la publication d'une photo à Vancouver où j'ai gagné le prix A Better Way to la meilleure route vers la vie. Cette photo m'a posé un peu de soucis par rapport à l'éthique communiste à l'époque en Tchéco. Et donc je suis parti avec, bien sûr que j'étais déjà photographe là-bas, j'ai fait une école de photographie à Brno et à Opava. Donc je suis rentré en France comme photographe, puis voilà, petit à petit, une fois que j'achète un premier appareil photo, j'ai commencé à faire des reportages, d'abord à Berlin, quand le mur est tombé, évidemment ça m'a intéressé comme sujet.
Et puis d'autres reportages, et c'est depuis 40 ans ou 35 ans maintenant que je voyage à travers du monde. Comment est-ce que tu prépares tes reportages? Lire toutes les histoires, moi je ne suis pas journaliste, je ne suis pas écrivain, parce que moi je trouve qu'on se laisse facilement influencer et savoir trop, j'ai remarqué, ça m'influence trop à être pur regard photographique sur cet endroit, que ça soit assez original, ton regard il est vierge, il n'est pas influencé par l'histoire, tu n'es pas influencé, tu viens et tu découvres toi-même. Donc le trajet, si c'est pour un éditeur que tu travailles, donc le trajet est défini, tu as des listes, des objets à photographier ou des sujets à photographier, ça c'est pas un souci. Si tu vas tout seul pour ton projet, géographiquement, à décider tes endroits, qu'est-ce qu'il va visiter, qu'est-ce qui est sous un endroit, c'est absolument nécessaire que tu te prépares. Comment choisis-tu ton matériel? C'est toujours un grand problème parce qu'on veut ramener minimum de matériel pour pas être encombré. En même temps, on veut avoir des matériels qui correspondent à l'endroit où on va, ou la situation où on va. Et donc, c'est toujours très difficile parce que rien n'est parfait. Et certains appareils sont très bien pour ces sujets-là, d'autres pour un autre. Et donc, c'est assez difficile. Quel objectif? Toujours, c'est des questions de points. J'essaye aujourd'hui, enfin, j'étais autrefois, c'était aussi comme ça. J'ai travaillé avec, j'avais l'Inhof 612, le grand format. C'était ma caméra préférée que j'avais travaillé pendant 15 ans avec. Maintenant, j'aime pas trop ramener trop de matériel. Et même si je trouve que j'ai pas ce qu'il me faut, j'ai dit tant pis, je fais pas cette photo, mais je suis quand même, je suis léger, et je peux me déplacer facilement sans avoir trop de fatigue, me retrouver avec des valises de 10 kilos, etc. Tu reviens d'un grand reportage en Norvège. Peux-tu nous raconter comment cela s'est passé? C'était les 18, les sujets étaient 18 routes panoramiques, les plus belles routes que les Norvégiens ils ont choisies. Ils ont construit pas mal des œuvres d'art sur cette route. C'était vraiment des routes les plus belles de Norvège. Et puis, c'est une aventure où tu te diriges par un GPS, par les cartes, mais bon, le paysage est tout à fait différent sur la carte qu'en réalité. Et aussi des temps très changeants. Aussi des voyages qui est extrêmement dur. Tu ne peux jamais calculer. Tu dis, bon, demain, je vais faire cette photo-là parce que j'ai besoin de la lumière à droite. Il était très bien aujourd'hui, mais je suis venu tard. Donc, tu viens demain et il t'annonce des pluies pendant 15 jours. Donc, 15 jours, tu restes dans ton hôtel. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai essayé d'adapter, faire d'autres sujets avec la pluie. Mais en fait, c'est très, très difficile à préparer ou calculer quelque chose. Il y a pas seulement la photographie, mais aussi toute la vie, où tu vas dormir, où tu vas, comment tu vas. Au nord, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop des hôtels, donc il faut que tu détermines ton trajet, où je vais dormir, où je vais aller, tu vois, tous les matins, combien de kilomètres c'est. Donc c'est assez stressant, malgré que tu vois des super paysages, mais des fois ça rentre pas dans les cadres que tu cherches. Donc en fait, c'est des mois que j'étais en Norvège. C'est des mois jour par jour adaptés à la situation, jour par jour à chercher des endroits qui sont spectaculaires, des endroits qui sont pas accessibles ou accessibles, ça dépend. Des fois c'est assez dangereux. Donc tu es exposé à cet inconnu tout le temps, tout le temps. Quelle est ton histoire avec les objectifs Tamron? Tamron, il a fait beaucoup de progrès ces dernières années et surtout avec des optiques pour Sony 7. Ils ont fait toute une série des optiques 7 28, 28 75 et 70 180. Ces trois optiques qui me semblaient vraiment hyper utiles pour moi. Pourquoi? D'abord, toutes les trois optiques, ils ont les mêmes filtres 67, dont filtres polarisants ou des filtres gris, donc davantage terrible. Tu n'as pas besoin pour chaque optique avoir un filtre différent. Seconde chose, que c'est des objectifs très clairs à D8 ouverture, donc j'ai fait beaucoup de photos des aurores boréales.
J'ai publié d'ailleurs des livres sur l'Islande, sur les aurores boréales, il y a quelques années. Donc j'aime bien les photos nocturnes et ces objectifs me permettent en D8 bien capter. Elles vignettent pas trop, la qualité en D8 elle est suffisante pour moi. Et il faut dire aussi que les prix de cette optique, c'est pas moins cher. Tu dis, bon, je vais acheter un objectif, c'est pour la vie, je vais la garder. Mais les soucis que quand tu marches sur les glaçons, tu glisses souvent, tu tombes, il y a les vents très forts. Qu'est-ce que j'ai cassé déjà comme des objectifs, je les cassés. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Tamron et je suis très content. Autant plus que leurs dernières versions qui sont très bien développées, qui sont très précis, silencieux pour les vidéos, pour les time-lapse. Donc c'est d'optique, mais autant comme illustrateur, autant comme photographe d'édition, elles me conviennent complètement. Putain, c'est passionnant tout ça. On pourrait t'écouter František Ça donne envie de pendant, voyager surtout. pendant des heures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend vraiment compte de toute la problématique concrète à laquelle on pense pas spécialement quand on est sur le terrain comme ça en reportage et qui plus est sur les routes magistrales de Norvège. František, du coup, tu apprécies énormément les pays nordiques. Tu m'as dit que tu étais aussi un grand fan des photographies d'aurore boréale. Il va constituer en quoi ton ouvrage Arctic Wave? Il y aura quoi dedans? C'est surtout ça sera surtout des paysages. La silence des Nord qui n'est pas encore tellement connue en images. On a quelques ouvrages qui existent, bien sûr, mais que les conditions sont difficiles. Il n'y a pas tellement de photographes qui passaient parce que chaque passage, il faut être équipé, etc. Donc, cet ouvrage va être vraiment lancé plutôt vraiment sur les paysages, pas cette fois-ci l'homme. Euh, c'est la beauté, c'est les paysages qui est inconnu, paysage qui est vierge, qui nous attend à découvrir. Alors, tu nous as beaucoup parlé de tes problématiques concrètes sur le terrain au moment de la prise de vue. Moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton rapport à la post-production. Est-ce que tu retouches beaucoup tes images ou est-ce que tu essayes à la prise de vue d'être au plus proche du résultat final? La prise de vue, j'essaye bien sûr que ce soit parfait. Mais les conditions sont pas toujours évidentes. Tu trouves pas la lumière ou les compositions absolument parfaites, surtout des contrastes qui est très fort, les ciels qui est blanc ou le ciel qui est très clair, et les fonds, les rochers qui sont très noirs. Donc là, on se retrouve toujours dans les difficultés que les capteurs n'est pas la même chose que notre l'œil, vision. Donc, on est obligé, moi je suis souvent obligé d'intervenir dans l'image. Bien sûr que ça c'est idéal si j'arrive à l'endroit qui est parfaitement éclairé, tout est parfait, mais je dirais que c'est 10% des photos, si je vois que j'ai fait en Norvège environ 30 000 images, donc je dirais 10% qui sont éclairées parfaitement, que j'ai attendu la lumière ou je suis revenu plusieurs fois à l'endroit pour avoir la parfaite lumière, ou bien je suis tombé en marchant, enfin que je suis tombé, j'avais de la chance, mais en général, il faut intervenir. L'intervenir, c'est quoi? C'est éclairer ou assombrir des luminosités qui est trop claire ou très foncée. Donc, c'est plutôt intervenir dans les RAW, dans les RAF, et donc c'est des manipulations relativement simples. Il y a aussi des contrastes. Il y a éventuellement aussi des couleurs, de saturation des couleurs un peu. Ça dépend aussi, il faut chaque fois que j'ai, dans les traitements d'image, que je pense, enfin que j'adapte l'utilisation de la photographie, si elle est pour l'éditeur, si c'est les photos qui seront publiées, là les couleurs peuvent être beaucoup plus douces, beaucoup plus adaptées à l'impression des livres. Si c'est pour
utilisation pour les réseaux sociaux. Là, on a des images un peu plus contrastées, un peu plus colorées. Aujourd'hui, ça plaît beaucoup plus au monde de regarder les images qui font du plaisir. Je voulais réagir sur cette question en fait de la post-prod. Il y a quelques temps, Frantisek avait fait un reportage pour nous au Groenland. Il avait pris des superbes photos de glaciers. Et en fait, tu vois, on voulait les exposer au salon de la photo et finalement, il a dû nous livrer les images rapidement, il a dû faire les retouches rapidement. Et c'est vrai que quand on se met un peu dans la peau du photoreporter professionnel comme Frantisek, on se rend compte que finalement, il travaille jamais dans les conditions idéales. Donc, tu vois, tu as ce compromis au niveau du matériel, il y a aussi un compromis au niveau du temps. Donc c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart du temps, tu as aussi dans le flux de publication, de livraison des images, une contrainte qui fait que il vaut mieux en général prendre la bonne image directement. Moi, ce que je voulais, alors j'aurais deux questions pour Frantisek. Une question un petit peu lambda, c'est s'il devait donner un conseil à un jeune photographe qui voudrait faire de la photo de reportage comme lui, quel conseil il lui donnerait. Et puis la deuxième question, c'est moi quand j'ai pris contact avec lui, j'étais impressionné par sa carrière, par son parcours. J'ai vu les reportages qu'il a fait sur les ethnies partout dans le monde. Donc, s'il devait retenir un seul reportage sur tout au long de sa carrière, lequel ce serait? En fait, c'est difficile à te répondre parce que tu sais, tu vis à travers ta vie, tu as des époques différentes, tu aimes la musique celle-là, dans quelques années tu aimes l'autre musique. C'est vrai que ça suit un peu ton parcours, ton expérience, tu les fais naturellement tel quelle la possibilité aussi tu l'as. Il y a des années, les reportages sur les Surma en Éthiopie, celle-ci me plaît beaucoup et je vis souvent encore avec des souvenirs de ces photos. Déjà c'est l'aspect humain qui était en jeu. Ensuite, j'avais l'impression que chez Surma, que j'ai photographié ces hommes et les femmes avec la peinture sur les corps, j'avais l'impression que je sauvegarde quelque chose. Le rôle du photographe, c'est garder ou sauvegarder pour élargir aussi, bien évidemment, partager, mais c'est surtout sauvegarder quelque chose, une civilisation, une culture qui n'existera peut-être plus. Donc là, j'étais à la fois étonné de ce que je vois, parce que je voyais devant moi des gens, Avatar, les films, c'était ça, la peinture sur les corps, ensuite les plateaux que les femmes portaient, et toute la façon de leur vie. Moi, j'aimerais trouver à peut-être 1000 ans ou peut-être même plus en arrière. Ça, c'était étonnement. En même temps, j'ai vu la dégradation que la société occidentale, que nous voudrons que tout est pareil, évidemment qu'on intervient. Donc, pour moi, c'était vraiment de sauver les dernières civilisations, dernière culture qui n'existera plus. Aujourd'hui, aujourd'hui que j'ai fait des Nord et des photos des glaces en Norvège du Nord ou bien des Groenland, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression aussi que les mondes changent tellement vite que même là aussi, on sent la nécessité d'un photographe qui va sauvegarder, qui va sauver encore une image pour des générations prochaines, enfin, comment c'était la Terre, que c'est très important. Donc, c'est un peu la même chose, c'est juste, on est au niveau de l'homme et là, on est au niveau des paysages un peu différents. Bah écoute, merci beaucoup Frantisek pour ton témoignage. Je vous propose maintenant de changer un peu d'univers et de basculer dans l'exercice du portrait. On va appeler le photographe Tony, alias Lilton Morris, pour qu'il nous raconte un peu comment il travaille et comment il arrive à obtenir son rendu et son univers si particulier en portrait. On l'appelle tout de suite. Oui, allô? Salut Tony, c'est Arthur pour Faut pas pousser les ISO, comment vas-tu? Salut Arthur, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ça va très bien. Je suis avec Benjamin Favier, František Vardon et Arthur Michaud. Oui, bonjour à tous. Alors on vient beaucoup de parler de photos de voyage et de reportages avec František et du coup on avait aussi un peu envie de parler de portrait qui est ta spécialité. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux très rapidement te présenter et nous expliquer un peu quel type de portrait tu fais? Alors moi, je m'appelle Tony. J'ai un nom d'artiste depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, c'est Lilton Maurice. J'ai 31 ans, je viens de Toulouse, d'Albi plus précisément, à côté de Toulouse. Et j'ai commencé l'audiovisuel il y a une dizaine d'années et la photo, ça fait 5 ans que je fais des portraits. Alors quel type de portrait? Comment je pourrais qualifier mes portraits? J'ai pas vraiment de type de portrait. En fait, je travaille vraiment au feeling à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vais définir un sujet, un thème, je vais la proposer à mon modèle ou à mon client et c'est parti. On voit sur tes portraits, Tony, de grandes ouvertures. On voit vraiment de beaux bokeh d'arrière-plan. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des optiques que tu utilises et particulièrement peut-être le 70-180 de 8 que tu as dû utiliser? Alors, au niveau de ma pratique du portrait, je pense que c'est la question que tu voulais me poser. C'était, je fais beaucoup de portraits en lumière naturelle, effectivement avec des grandes ouvertures, parce que j'aime bien travailler, j'aime bien le bokeh. En fait, j'ai toujours aimé le bokeh depuis que j'ai commencé la photo. J'aime bien avoir un beau bokeh avec une petite profondeur de champ. Et j'utilise depuis quelques mois effectivement le 70-180 mm de chez Tamron qui me fait rêver, qui me fait rêver parce que c'est une optique vraiment haut de gamme au niveau du rendu. Hein. J'avais auparavant déjà un 28-75 de 8 dont j'étais très satisfait, que j'utilise aussi en vidéo parce que je suis vidéaste aussi. Et du coup, le 70-180 mm, c'est vraiment une optique que je découvre avec plaisir parce que ça me fait découvrir de nouveaux horizons dans ma pratique du portrait. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilisais très peu de téléobjectifs. Et comment je l'utilise? Je vais souvent l'utiliser entre 70 et 100 mm. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'essayer ce téléobjectif qui est pour moi très bon, très très bon vraiment en termes de prise à main. Les bagues sont très fluides, souples, un très beau piqué à 2,8 sur toute la plage focale en fait. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien travailler en série, donc c'est-à-dire faire plusieurs photos, 4 ou 5 photos sur le même thème, sur le même spot avec le même modèle, et j'aime bien cadrer des détails. Et c'est super intéressant parce qu'à 180 mm, on peut faire une mise au point à 85 cm, et ça c'est incroyable. L'autofocus est précis, il est silencieux, comme j'en parlais d'ailleurs à Arthur de chez Tamron, j'ai été agréablement surpris par ce produit, quoi. Ok. Non, bah écoute, moi je suis ravi je suis ravi de t'avoir en ligne. C'est vrai qu'on s'était contacté via Instagram et donc est-ce que tu as aujourd'hui un retour satisfaisant sur les optiques Tamron? Est-ce que t'as une liste de Noël à faire à Tamron sur peut-être un prochain objectif qui correspondra à tes besoins? Moi, ce que j'aime chez Tamron, pour faire le tour, en fait, ce que j'aime chez Tamron, je suis chez eux depuis une dizaine d'années. Moi, j'avais un Canon 550D à l'époque, j'avais déjà du Tamron. Ça fait, je pense que leur réputation n'est plus à faire. Hein. Ça fait, je crois, 60 ans qu'ils sont là, si ce n'est plus. 70. 70, autant pour moi. Donc, la réputation n'est plus à faire. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est le fait que ça soit accessible à tous, quoi. C'est-à-dire qu'au début de la photo, on n'a pas besoin de mettre 3 000 € pour avoir du haut de gamme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Moi qui ai débuté de façon autodidacte, seul, je viens pas d'un milieu forcément aisé non plus. Donc, j'étais très content de trouver ces optiques à l'époque et ça perdure aujourd'hui. On trouve comme cet objectif, le 70-180 mm, à moins de 1 300 €. On peut rien trouver de mieux sur le marché. Et juste sur le prix, c'est très intéressant. František, tout à l'heure, dans l'interview qu'il a accordée à Arthur, nous parlait aussi de cet aspect-là. Tu veux dire peut-être un mot là-dessus? Je pense que c'est très important parce que quand on travaille dans les difficultés, on les casse très souvent, des optiques. Donc pour moi, les prix, si j'achète pour les prix un objectif ou deux, ça c'est très important. Et je sais bien les garder, ça ne se garde pas plus que 4 ans, elles sont abîmées. Donc finalement les prix
Et très bien, et la qualité est suffisante, où il est très magnifique. Enfin, je vois pas la différence, et on est plus à l'aise, on ose des fois faire des photos plus spectaculaires. On rentre sur la cascade ou je sais pas quoi, sur les glaçons, des fois ça glisse. J'ai glissé déjà plusieurs fois, j'ai cogné des objectifs. Donc finalement, je dis bon, 800 € ça va, mais si c'est des 1000, c'est déjà la différence. Donc pour notre métier où il y a beaucoup de risques, nous on regarde les prix aussi, la qualité, mais aussi les prix. Je vais juste saisir la balle au bon, Arthur, excuse-moi. Et c'est pour nos auditeurs qui pensent vraiment bien à s'enregistrer sur la garantie 5 ans. Tamron, c'est un opticien, c'est le seul à proposer une extension de garantie européenne de 5 ans. Donc évidemment, si Frantisek, tu tombes de ton glacier et que tu le fais tomber, ce sera pas pris en garantie. Mais s'il y a des problèmes de fabrication, des problèmes mécaniques, d'autres problèmes d'ordre vraiment de la fabrication de l'optique, cette garantie-là, elle rentre en jeu. Et donc il faut vraiment que voilà, les auditeurs le prennent en compte, s'enregistrent. Et évidemment, on est vraiment dans cette logique d'offrir de la tranquillité, de la sérénité à nos photographes avec cette garantie 5 ans. On oublie parfois d'en parler, mais ça fait partie aussi de notre philosophie. Bon, bah écoutez, c'est le moment de conclure l'émission. Arthur, Frantisek, Tony, merci beaucoup. Je vous garde quand même parce que j'ai une petite dernière question. Une question qui tue. Alors, je vais d'abord m'adresser à Frantisek et à Tony. Quelle est la prochaine optique que vous aimeriez que Tamron développe? Pour les hybrides Sony, évidemment. Frantisek. J'aimerais bien qu'il a un macro, qu'il est 60 ou quelque chose comme ça, macro qui manque. Il me manque un peu aussi des grands angulaires, comme de temps en temps utilisé pour les aurores boréales, les 16 mm, des fisheye, des choses comme ça. Ok, ça marche. Et toi, Tony? On en a parlé tout à l'heure, un 85 mm 1.8 FE, ça serait très bien pour moi. Parfait, merci. Bon, je vais quand même poser la question à Arthur, même si je connais déjà la réponse. Arthur, c'est quoi la prochaine optique Tamron? Écoute, je peux pas vraiment te donner une réponse, mais on va écouter sagement nos experts, nos photographes, et puis on va essayer de les satisfaire au mieux. Bon, ok, ça marche. Merci beaucoup à tous. C'est le moment peut-être de faire un petit point sur l'actualité de tout le monde. Frantisek, qu'est-ce qui t'anime un peu en ce moment? C'est quoi ton actualité? Que je suis rentré de Norvège, j'ai 30 000 photos à regarder. Là, je suis dans les fichiers à traiter et préparer pour les publier. Donc, je serai jusqu'à mois février sur l'ordi. Et 15 février, j'aimerais bien repartir de nouveau au nord pour des mois. De Norvège et puis Suède et le nord de la Russie. Et au mois de mai, j'ai déjà prévu des voyages au Groenland à terminer ce travail sur Arctic Way et publier à la fin d'année. Et toi, Tony? Alors moi, malheureusement, je reviens pas de Norvège, les gars. Non, en tout cas, j'ai pour ambition là de relancer un petit peu ma chaîne YouTube, puisque j'ai une chaîne YouTube avec pas mal de personnes dessus, donc je vais essayer de les stimuler un petit peu avec des projets photo vidéo et puis toujours des collaborations de plus en plus poussées. On va essayer de pousser les idées au maximum et de développer de nouveaux projets encore. Super, merci. Arthur, un petit point sur l'actualité? Écoute, on rentre dans le monde de la PSC chez Sony, donc on va se concentrer là-dessus. Puis après, on va, comme tout le monde, on va profiter des fêtes et puis essayer de célébrer le nouvel an de la meilleure des manières et bien préparer l'année 2021 qui va être concentrée sur l'avenir, comme nous dit notre nouvelle baseline de Tamron. Super. Écoutez, je vous remercie tous infiniment et je vous dis à très bientôt.
J'en profite pour vous rappeler l'offre exceptionnelle réalisée en partenariat avec le magasin Images Photo Lyon. Pendant 4 jours seulement à compter d'aujourd'hui, bénéficiez de 10% de réduction sur toute la gamme des objectifs Tamron pour hybride Sony 24-36 mm. Pour bénéficier de l'offre, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site d'Images Photo Lyon et d'utiliser le code FPPLI-Tamron. Toutes les infos sont à retrouver sur le site fautpaspousserlesiso.com. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.